Et c'est ainsi qu'une semaine plus tard, Mémé verrouillait la porte de sa chaumière et accrochait la clé à son clou dans les cabinets. Elle avait confié ses chèvres à une consoeur quelques collines plus loin, laquelle avait aussi promis de garder un œil sur la maison. Trouduc allait devoir se passer de sorcière pendant quelque temps. Mémé avait vaguement conscience qu'on ne trouvait pas l'université de l'invisible sans qu'elle ne l'ait décidé elle-même. Et la seule ville où commençaient les recherches, c'était Toluan-Kutash, une agglomération d'une centaine de maisons distantes de 25 kilomètres. On s'y rendait une ou deux fois l'an quand on était un trou du quoi vraiment cosmopolite. Mémé ne l'avait visité qu'une seule fois dans toute sa vie et n'en avait pas du tout gardé bonne opinion. Ça sentait louche, elle s'était perdue et elle se méfiait des citadins et de leur façon tape à l'œil. Elles trouvèrent à voyager dans la charrette qui s'en venait périodiquement livrer du métal à la forge. Ça manquait de confort, mais ça valait mieux que d'aller à pied. Surtout que Mémé avait entassé leurs quelques biens dans un grand sac. Par sécurité, elle s'était assise dessus. Esk serrait délicatement le bourdon contre elle et regardait défiler les bois. Au bout de plusieurs kilomètres, elle s'étonna. Je croyais que tu m'avais dit que les plantes étaient différentes dans les pays étrangers. C'est vrai. Ces arbres-là, ils sont tout comme chez nous. Mémé leur jeta un regard dédaigneux. Beaucoup moins bien, lâcha-t-elle. En fait, Mémé sentait déjà un début de panique la gagner. Sa promesse d'accompagner Esk à l'université de l'invisible, elle l'avait lancée sans réfléchir. Le peu qu'elle savait du reste du disque, elle le tenait de la rumeur et des pages de son almanach. Et elle ne doutait pas d'aller au-devant de tremblements de terre, de raz-de-marée, de calamités et de massacres, dont beaucoup de diuères, voire pire. Mais elle était décidée à tenir jusqu'au bout. Une sorcière dépendait trop de la parole pour revenir dessus. Elle était vêtue de noir, couleur commode s'il en est, et dissimulait sur sa personne un certain nombre d'aiguilles à chapeau et un couteau à pain. Elle avait aussi caché leur maigre réserve d'argent que Lefebvre avait avancée à contre-cœur dans les replis mystérieux de ses sous-vêtements. Dans les poches de sa jupe teintaient des amulettes porte-bonheur, et un fer à cheval tout frais forgé, toujours un puissant protecteur dans les moments difficiles, alourdissait son sac à main. Elle se sentait plus que jamais parée à affronter le monde. La piste descendait en serpentant entre les montagnes. Pour une fois, le temps était clair. Les hauts sommets se dressaient blancs et pimpants tels les jeunes mariés du ciel. Des orages plein leurs trousseaux. Et les ruisseaux qui longeaient ou croisaient le sentier parcouraient paresseusement des bancs de reines des prés et de racines va plus vite. À l'heure du déjeuner, elles atteignaient l'abord d'Ohulan, ville trop petite pour posséder plus d'un abord, constituée d'une auberge et d'une poignée de maisons, propriété d'allergiques aux contraintes de la vie urbaine. Et quelques minutes plus tard, la charrette les déposait sur la place principale, l'unique de la ville. Il se trouva que c'était jour de marché. Mais Messire du Temps, indécise, plantée sur le pavé, s'accrocha fermement à l'épaule d'Esk tandis que la foule leur tourbillonnait autour. Elle avait entendu dire que des choses obscènes risquaient d'arriver dans les grandes villes aux femmes fraîchement débarquées de leur campagne, et elle agrippa si fort son sac à main que ses jointures en blanchirent. Qu'un étranger mâle s'avise ne serait-ce que de lui adresser un signe de tête, et il lui en cuirait. Les yeux d'Esk brillaient. La place était une mosaïque de bruits, de couleurs et d'odeurs. D'un côté s'alignaient les temples des déités les plus exigeantes du disque. Des parfums étranges s'en échappaient pour se mêler au relent des commerces et composer un cocktail compliqué de fragrances. Des éventaires regorgés de curiosités alléchantes qu'elle mourait d'envie d'aller examiner de plus près. Mémé laissa la foule les entraîner toutes deux. Les éventaires l'intriguaient elle aussi. Elle les fouilla des yeux sans pour autant relâcher une seule seconde sa vigilance envers les pickpockets, les tremblements de terre et les fricoteurs en mal d'érotisme, jusqu'à ce qu'elle repère quelque chose de vaguement familier. Un petit éventaire couvert, drapé de noir et sentant le moisi, se trouvait coincé dans un espace étroit entre deux maisons. Quoique mal situé, il faisait apparemment des affaires fructueuses. Sa clientèle se composait essentiellement de femmes de tous âges, mais on y remarquait néanmoins quelques hommes. Tous les chalands avaient cependant un point commun. Aucun n'abordait l'éventaire de front.
Il passait plus ou moins devant d'un pas de flâneur, puis plongeait soudain dans l'ombre de son auvent. Un instant plus tard, il réapparaissait, retirait prestement la main d'un sac ou d'une poche, et concourait pour le titre mondial de marche nonchalante, avec un réalisme à faire douter un observateur de ce qu'il venait de voir. Il était vraiment étonnant qu'un éventaire dont tant de gens ignoraient la présence soit aussi populaire. Y a quoi là-dedans? Demanda Esk. Qu'est-ce qu'ils achètent tous? Des remèdes, répondit Mémé d'une voix ferme. Doit y avoir des tas de gens très malades dans les villes, dit gravement Esk. À l'intérieur, l'éventaire n'était qu'une masse d'ombre veloutée et l'odeur d'herbe était assez épaisse pour qu'on la mette en bouteille. Mémé tisonna quelques tas de feuilles séchées d'un doigt expert. Est-ce que s'écarta de la vieille femme et s'efforça de déchiffrer les étiquettes griffonnées sur les fioles devant elle. Bien que versée dans la plupart des préparations de Mémé, ici, elle ne reconnaissait rien. Les noms étaient plutôt rigolos. Huile de tigre, prière de jeune fille et renfort du mari. Et un ou deux des bouchons sentaient comme l'arrière-cuisine de Mémé quand elle venait de commettre quelques distillations secrètes. Une silhouette bougea dans un recoin sombre de l'éventaire et une main brune ratatinée se glissa pour lui effleurer la sienne. « Je peux t'aider, ma petite demoiselle ?» fit une voix cassée qui rappelait le sirop de figue. « C'est la bonne aventure que tu veux entendre? Ou c'est peut-être l'avenir que tu veux changer? » « Elle est avec moi !» jeta sèchement Mémé en se retournant. « Et ta vue baisse, il t'a Fondbic, si tu te rends pas compte de son âge. » La silhouette devant Esk se pencha en avant. « Est-ce messire du temps ?» demanda-t-elle. « Soi-même, » fit Mémé. « Toujours à vendre des pastilles de foudre et des vœux à 4 sous, il t'a. Comment ça va ? » « Beaucoup mieux depuis que je te vois, » répondit la silhouette. « Qu'est-ce qui t'a fait descendre de tes montagnes, Smé ? Et cette gamine, ton assistante peut-être ? » « C'est quoi ce que vous vendez, s'il vous plaît ?» demanda Esk. La silhouette se mit à rire. « Ah, des machins pour arrêter des machins qui ne devraient pas se produire, et en était d'autres qui, eux, devraient se produire, ma jolie, » dit-elle. « Le temps que je ferme, mes chéris, et je suis à vous. » La silhouette dépassa Esk avec empressement dans un kaléidoscope de fragrances et boutonna les rideaux de façade de l'éventaire. Puis les tentures du fond furent repoussées en l'air pour laisser entrer le soleil de l'après-midi. « Je ne supporte pas l'obscurité ni l'odeur de renfermer, » dit Hilda Fondbic. « Et les clients s'attendent à ça. Vous savez ce que c'est ? » « Oui, » opina sagement Esk. « La tétologie. » Hilda, une petite grosse coiffée d'un gigantesque chapeau chargé de fruits, lui jeta un coup d'œil avant de regarder Mémé et de sourire. « C'est comme ça, » approuva-t-elle. « Eh bien, thé. » Elles s'installèrent sur des balles d'herbe inconnues dans le coin privé laissé par l'éventaire entre les murs en angle des maisons et burent une boisson verte et parfumée dans des tasses étonnamment délicates. À l'inverse de Mémé qui s'habillait comme un corbeau épris de respectabilité, Hilda Fondbic débordait de couleurs, disparaissait sous les dentelles, châles, boucles d'oreilles et un si grand nombre de bracelets qu'au moindre mouvement des bras, on croyait entendre une section de percussion dégringoler du haut d'une falaise. Esk vit pourtant qu'elles se ressemblaient, ces deux sorcières. C'était difficile à décrire. On ne les imaginait pas faire des courbettes devant quiconque. « Alors, » fit Mémé, « comment ça va-t-il » L'autre sorcière haussa les épaules, et les percussionnistes lâchèrent à nouveau prise au moment même où ils allaient regagner le sommet. « C'est comme l'amant pressé, ça va, ça vit », commença-t-elle avant de s'arrêter en avisant le regard éloquent que Mémé lançait en direction d'Esk. « Pas mal, se hâta-t-elle de rectifier. Le conseil a essayé 1 ou 2 fois de m'expulser, tu sais, mais ils ont tous des femmes et leur coup n'a jamais réussi. Je veux savoir pourquoi. Ils disent que je n'ai pas bon genre, mais moi je dis que plus d'une famille dans cette ville serait plus nombreuse et plus pauvre sans le polio préventif de Madame Fondbic. Je sais parfaitement qui entre dans ma boutique. Je me rappelle parfaitement qui achète des pastilles de cow-boy et de Longan la justice.
Ça ne va donc pas si mal. Et comment c'est pour toi là-haut, dans ton village au nom marrant? Oudic, dit Esk obligeante. Elle prit un petit pot d'argile sur le comptoir et en renifla le contenu. Ça va plutôt bien, reconnut Mémé. Il y a toujours de la demande pour les servantes de la nature. Esk renifla encore la poudre. Du pouliot apparemment, avec un ingrédient principal qu'elle identifiait mal, et replaça soigneusement le couvercle. Pendant que les deux femmes se troquaient les potins dans une espèce de code féminin à base d'échanges de regards et d'adjectifs inexprimés, elle examina les autres potions exotiques exposées. Ou plutôt, non exposées. Bizarrement, elles étaient astucieusement en partie cachées, comme si Hilta ne cherchait pas à vendre à tout prix. « Je reconnais rien de tout ça, dit-elle à moitié pour elle-même. Qu'est-ce que ça donne aux gens? La liberté, dit Hilta qui entendait clair. Elle se retourna vers Mémé. Tu lui en as appris long? Pas long à ce point-là, répondit Mémé. Elle a du pouvoir, mais je sais pas trop de quel genre. Du pouvoir de mage, peut-être bien. Il pivota une nouvelle fois très lentement vers Esk et la détailla des pieds à la tête. Ah, fit-elle. Ça explique le bourdon. Je me demandais de quoi parlaient les abeilles. Bien, bien. Donne-moi ta main, petite. Esk tendit la main. Les doigts de Hilta étaient si chargés de bagues qu'elle eut l'impression de la plonger dans un sac de noix. Mémé se redressa sur son siège, la mine désapprobatrice, lorsque Hilta se mit à étudier la paume de la fillette. À mon avis, c'est pas vraiment nécessaire, fit-elle d'un ton sévère. Pas entre nous. Tu le fais bien, toi, Mémé, dit Esk. Au village, je t'ai vu. Les tasses de thé aussi, et les cartes. Mémé changea de position mal à l'aise. Oui, bon, fit-elle. Ça dépend. Tu leur tiens la main aux gens et ils disent tout seuls leur bonne aventure. Mais c'est pas la peine de se mettre à y croire. On serait toutes dans le pétrin si on se mettait à croire n'importe quoi. Les pouvoirs constitués possèdent maintes propriétés étranges et impénétrables, autant que variées sont les voies qu'ils empruntent pour faire connaître leurs désirs dans ce cercle de lumière que nous nommons le monde physique, énonça solennellement Hilta. Elle adressa un clin d'œil à Esk. Ah, quand même, lâcha Mémé. Sans blague, fit Hilta. C'est vrai? Je te vois partir pour un long voyage, lui Hilta. Est-ce que je vais rencontrer un grand étranger brun? Demanda Esk en s'examinant la paume. Mémé dit toujours ça aux femmes. Elle dit non, fit Hilta tandis que Mémé grognait. Mais ce sera un voyage très étrange. Tu iras loin, sans bouger de place, et dans une direction bizarre. Ce sera une exploration. Tu lis tout ça dans ma main? Eh bien, je devine surtout, dit Hilta qui se rassit et tendit le bras vers la théière. Le premier percussionniste, à mi-chemin du sommet de la falaise, dévissa sur les cymbaliers qui se hissaient péniblement derrière. Elle regarda attentivement Esk et ajouta « Mage femelle, hein? Mémé m'emmène à l'université de l'invisible, dit Esk. Hilta leva les sourcils. Tu sais où ça se trouve? Mémé fronça les siens. Aucune idée, reconnut-elle. Je comptais sur toi pour me donner des renseignements plus précis. T'es plus habitué que moi aux briques et tous ces machins. À ce qu'on dit, elle a beaucoup de portes, mais celle qui s'ouvre dans ce monde se trouve dans la cité d'Ankh-Morpork, dit Hilta. Mémé n'eut aucune réaction. Sur la mer circulaire, précisa Hilta. Mémé garda le même air d'interrogation polie. À 800 kilomètres, ajouta Hilta. Ah, fit Mémé. Elle se leva et poussa de sa robe un grain de poussière imaginaire. On ferait bien de se mettre en route alors, dit-elle. Hilta éclata de rire.
Esk prit plaisir à l'entendre. Mémé ne riait jamais. Elle laissait seulement les coins de sa bouche se relever. Mais il tariait comme quelqu'un qui avait sérieusement réfléchi sur la vie et compris la blague. Vous n'allez pas partir aujourd'hui de toute façon, dit-elle. J'ai de la place à la maison, vous allez loger chez moi et demain il fera jour. Oh, vous voudrez pas abuser, dit Mémé. Ne raconte donc pas de bêtises. Pourquoi vous ne faites pas un tour pendant que je remballe? La ville d'Ohulan était la place marchande d'une vaste portion de territoire, et le jour de marché ne s'achevait pas avec le coucher du soleil. Des torches brûlaient dans chaque baraque, à chaque éventaire, et de la lumière jaillissait en vacarme par les portes ouvertes des auberges. Même les temples sortaient des lampes de couleur pour attirer les fidèles noctambules. Ilta se déplaçait dans la foule comme un serpent délié dans l'herbe sèche. Elle portait sur le dos l'ensemble de son éventaire et de ses marchandises ramassées dans un baluchon étonnamment réduit, et sa joaillerie brinque-ballait comme un plein sac de danseurs flamenco. Mémé clopinait derrière. Elle avait mal aux pieds. Il n'était pas habitué à la rudesse des pavés. Puis, Esk se perdit. Ce ne fut pas chose aisée, mais elle y parvint. Il lui fallut se baisser subitement entre deux étals, puis décamper dans une ruelle latérale. Mémé l'avait longuement mise en garde contre les horreurs innommables que recelaient les villes. Bref que la vieille femme n'y entendait pas grand-chose en tétologie, puisque la fillette était à présent décidée d'en découvrir une ou deux de visu. En fait, tout barbare et inculte que fût Ohulan, les seules horreurs qui s'y commettaient la nuit tombée se réduisaient en tout et pour tout à de maigres vols, quelques échanges d'amateurs dans les palais de la luxure, et des libations qui se prolongeaient jusqu'à ce que les buveurs s'écroulent ou se mettent à chanter, voire les deux. Dans une poésie conventionnelle, Esk aurait traversé la foire comme le cygne blanc glisse sur la baie au crépuscule. Mais à cause de certains problèmes pratiques, elle décida de la traverser comme une petite auto-tamponneuse, rebondissant d'un corps à l'autre pendant que le sommet du bourdon se balançait à une trentaine de centimètres au-dessus de sa figure. Des têtes se tournèrent dans le sillage du bourdon, et pas uniquement parce qu'il les avait heurtées. Des mages faisaient de temps à autre étape en ville, mais c'était la première fois qu'on en voyait un d'1,30 m et à cheveux longs. Un observateur attentif aurait remarqué qu'il se produisait des choses étranges sur son passage. Il y eut par exemple l'homme aux 3 tasses retournées qui invitait un petit attroupement à explorer en sa compagnie le monde du hasard et de la probabilité en fonction de la position d'un petit pois sec. Il eut vaguement conscience d'une silhouette menue qu'il observa d'un air solennel pendant quelques instants, à la suite de quoi un plein sac de pois tomba en cascade de chaque tasse qu'il souleva. En l'espace de quelques secondes, il se retrouva jusqu'aux genoux dans les légumes et jusqu'au cou dans les ennuis. Il devait soudain à tout le monde un tas d'argent. Il y eut un malheureux petit singe qui, depuis des années, traînait distraitement les pieds au bout d'une chaîne tandis que son propriétaire tirait des sons insupportables d'un orgue de barbarie. L'animal se retourna brusquement, plissa ses petits yeux rouges, mordit méchamment son gardien à la jambe, brisa sa chaîne d'un coup sec et se sauva sur les toits avec le gobelet contenant les recettes de la soirée. L'histoire ne dit pas comment il les dépensa. Toute une boîte de canards en pâte d'amande sur un étal voisin prirent vie et décollèrent dans un vrombissement d'ailes autour du marchand pour se poser sur la rivière, dans une cacophonie de coin-coin joyeux. À l'aube, ils avaient tous fondu. On appelle ça la sélection naturelle. Quant à l'étal, il se faufila dans une ruelle, et on ne le revit jamais. En vérité, est-ce que se déplacer dans la foire davantage comme un pyromane dans un champ de foin, ou comme un neutron qui rebondit dans un réacteur, n'en déplaise au poète, et l'hypothétique observateur aurait pu repérer son parcours effectué au hasard en relevant les débordements de violence et d'hystérie qui éclataient ici et là. Mais, comme tout bon catalyseur, elle ne participait pas réellement au phénomène qu'elle déclenchait. Le temps que les éventuels observateurs non hypothétiques détachent les yeux d'un incident, elle était déjà plus loin, entraînée par la foule. Elle commençait aussi à se sentir fatiguée. Si Mémé Sire du Temps approuvait d'une manière générale la nuit, elle réprouvait en revanche la lumière incertaine de la bougie. Quand elle devait lire le soir, elle persuadait d'ordinaire la chouette de venir se percher sur le dossier de sa chaise et lisait par ses yeux.
Esk aurait dû se coucher à peu près en même temps que le soleil, ce qu'il avait fait depuis longtemps. Devant elle, une porte lui parut amicale. Des sons joyeux s'en échappaient dans une lumière jaune qui se répandait en flaques sur les pavés. Son bourdon à la main, qui continuait d'irradier de la magie à tort et à travers comme un phare démoniaque, elle mit le cap sur la porte, fourbue, mais décidée. Le tenancier du violon dingue se prenait pour un homme qui avait beaucoup vécu, ce qui était vrai. Trop bête pour être vraiment cruel, et trop paresseux pour être vraiment méchant, il vivait peut-être dans un corps qui avait pas mal bourlingué, mais son esprit n'avait en revanche jamais franchi les limites de son crâne. Il n'avait pas l'habitude que des bouts de bois lui adressent la parole, surtout quand il parlait d'une petite voix aiguë et réclamait du lait de chèvre. Prudemment, conscient que tous les clients de l'auberge le regardaient en souriant, il se hissa par-dessus le comptoir afin de voir de l'autre côté. Esk avait la tête levée vers lui. Fixe-les droit dans les yeux, avait toujours dit Mémé. Concentre ton pouvoir sur eux, force-les à baisser le regard. Personne ne peut résister à une sorcière, sauf une chèvre, bien sûr. L'aubergiste, qui répondait au nom de Thénard, se retrouva regarder une petite fille qui avait l'air de loucher. « De quoi ?» fit-il. « Du lait », répondit la gamine sans cesser de le fixer furieusement. « Montrez ça aux chèvres, vous savez. » Thénard ne vendait que de la bière, celle que lui fournissaient les chats, prétendaient ses clients. Aucune chèvre digne de ce nom n'aurait supporté l'odeur du violon dingue. « On n'a pas de ça ici, » dit-il. Il examina le bourdon et ses sourcils se rapprochèrent avec des mines de conspirateur au-dessus de son nez. « Vous pourriez quand même vérifier, » dit Esk. Thénard se repoussa derrière le comptoir, d'une part pour échapper au regard qui le faisait larmoyer de compassion, d'autre part parce qu'un horrible soupçon naissait dans son esprit. Même les barmen de second ordre ont tendance à vivre en résonance avec la bière qu'ils servent. Et les vibrations qui arrivaient des gros fûts derrière Thénard n'avaient pas le son du houblon, ni du faux col. Elles propageaient une note beaucoup plus lactée. Il tourna un robinet à titre d'essai et vit un mince filet de lait s'écouler et cailler dans le seau d'égouttage. Le bourdon dépassait toujours le rebord du comptoir tel un périscope. L'aubergiste aurait juré qu'il le fixait lui aussi. « Faut pas le laisser perdre, » fit une voix. « Vous serez peut-être content de le trouver un jour. » C'était la même voix dont se servait Mémé quand Esk faisait la difficile devant une nourrissante assiété de légumes verts en salade, tout jaune d'avoir bouilli jusqu'à capitulation des dernières vitamines. Cependant, les oreilles hypersensibles de Thénard n'y entendirent pas une recommandation, mais une prédiction. Il frissonna. Il ne voyait pas quelles circonstances l'amèneraient à se régaler d'un panaché de bière éventée et de lait caillé. Plutôt mourir d'abord. Peut-être qu'il mourrait d'abord. Du pouce, il essuya très soigneusement une chope presque propre et la remplit au chante-pleurs. Il se rendait compte qu'un grand nombre de clients partaient discrètement. Personne n'aimait la magie, surtout entre les mains d'une femme. On ne savait jamais ce qui allait leur passer par la tête le coup d'après. « Ton lait, » dit-il avant d'ajouter « Mademoiselle. »« J'ai des sous, » fit-elle. Mémé lui avait toujours dit « Propose dans tous les cas de payer et tu n'auras pas besoin de le faire. Les gens aiment bien qu'on les considère. Tout ça, c'est de la tétologie. » « Non, pas question, » dit à la hâte Thénard. Il se pencha par-dessus le bar. « Si tu vois pas d'objection, tu pourrais peut-être me rechanger le reste comme c'était avant, hein. Y a pas beaucoup de demandes pour le lait dans le pays. » Il se déplaça légèrement de côté. Esk avait appuyé le bourdon contre le comptoir pendant qu'elle buvait son lait, et il mettait l'aubergiste mal à l'aise. Esk le regarda par-dessus une moustache de crème. « Je l'ai pas changé en lait. Je savais seulement que c'était du lait parce que j'en voulais, » dit-elle. « Vous pensiez que c'était quoi, vous ?»« De la bière ?» Esk réfléchit. Elle se rappelait vaguement avoir un jour goûté à de la bière, et ça lui avait laissé comme une impression de déjà bu et recraché par un premier consommateur. Mais elle se souvenait d'une boisson que tout le monde à Trouduc plaçait loin devant la bière. Il s'agissait de l'une des recettes les mieux gardées de Mémé. Ça ne pouvait pas faire de mal. Mémé n'y mettait que du fruit, puis elle congelait, portait à ébullition et vérifiait des petites gouttes à la flamme. Tout ça des tas de fois.
Mémé lui en versait une petite cuillerée de rien dans son lait par nuit très froide. Fallait que ce soit une cuillère en bois. Ça avait de drôles d'effets sur le métal. Elle se concentra. Elle retrouvait le goût dans sa tête et grâce au menu talent qu'elle commençait à accepter mais ne comprenait pas, elle découvrit qu'elle pouvait l'isoler en petites formes colorées. L'épouse fluette de Thénard sortit de leur arrière-salle, curieuse de la raison de ce calme soudain, et l'aubergiste la réduisit du geste à un silence accablé, tandis qu'Esk oscillait légèrement sur ses pieds, les yeux fermés et remuait les lèvres. Les petites formes dont on n'avait pas besoin retournaient dans leur grand réservoir, et après on trouvait les autres dont on avait besoin et on les mettait ensemble. Et après il y avait une espèce de machin crochu qui voulait dire que les formes transformeraient n'importe quoi d'approprié en autre chose tout comme elles, et après, Thénard se retourna avec une extrême prudence et considéra le fût derrière lui. L'odeur de la salle avait changé. Il sentait l'or pur suinter doucement de la vieille charpente. Délicatement, il prit un petit verre dans la réserve sous le comptoir et recueillit au chante-pleurs quelques giclées du liquide brun doré. Il regarda le verre d'un air songeur à la lumière de la lampe, le tourna et retourna méthodiquement, en flaira plusieurs fois le contenu, puis, rejetant la tête en arrière, se l'engloutit d'un trait. Son visage ne révéla rien, en dehors de ses yeux qui s'embuèrent et de sa gorge qui tremblota bien un peu. Son épouse et Esk l'observaient tandis qu'un chapelet de fines gouttes de sueur lui perlait sur le front. 10 secondes s'écoulèrent. À l'évidence, il était parti pour pulvériser un record d'héroïsme. Paraît même que de la vapeur lui sortait par les oreilles, mais il s'agit probablement d'une rumeur. Ses doigts battaient une drôle de retraite sur le bar. Enfin, il déglutit, parut prendre une décision, se tourna solennellement vers Esk et demanda « Ses sourcils se plissèrent quand il se repassa la phrase dans la tête pour une deuxième tentative. « Ah, gok !» Il capitula. « Blah !» Sa femme grogna et retira le verre de sa main consentante. Elle le renifla. Elle regarda les fûts, tous les 10. Son regard croisa celui vacillant du mari. Dans un paradis privé pour deux, ils calculèrent silencieusement le prix de vente de 3000 litres d'eau-de-vie de pêche blanche de montagne triple distillation et se trouvèrent à court de chiffres. Madame Thénard avait l'esprit plus rapide que son époux. Elle se pencha et sourit à Esk qui, trop fatigué, ne lui jeta même pas un coup d'œil. Le sourire n'avait rien de particulièrement engageant. Madame Thénard manquait de pratique. « Comment t'es arrivée jusqu'ici, petite ?» demanda-t-elle d'une voix qui suggérait des maisonnettes en pain d'épices et des portes de grands fourneaux qui se referment en claquant. « J'étais avec Mémé et je me suis perdue. »« Et où elle est maintenant, Mémé, ma mignonne ?» Clac, firent à nouveau les portes du four. La nuit allait être rude pour tous les voyageurs dans les forêts métaphoriques. « Quelque part, mais à vie. »« Ça te plairait d'aller dormir dans un grand lit de plumes, bien chaud et bien moelleux ?» Est-ce que la regarda avec reconnaissance, malgré le vague sentiment que la femme avait une mine de furet avide, et répondit oui de la tête. « Vous avez raison. Il faudra davantage qu'un fendeur de bois de passage pour régler la question. » Mémé, pendant ce temps, se trouvait à 2 rues de là. Elle aussi, selon les normes admises, était perdue. Mais elle ne voyait pas les choses ainsi. Elle savait où elle se trouvait. C'était partout ailleurs qu'on ne le savait pas. Rappelons qu'il est beaucoup plus difficile de détecter un esprit humain que, disons, celui d'un renard. L'esprit humain, qui du coup se sent insulté, veut savoir pourquoi. Voici donc. Les animaux ont un esprit simple, donc vif. Ils ne perdent jamais leur temps à fractionner leur vécu en petits morceaux et à s'interroger sur les autres qu'ils ont manqués. On leur a catalogué la panoplie complète de l'univers en rubriques bien distinctes. A. Ce à quoi on s'accouple. B. Ce qu'on mange. C. Ce qu'on fuit. Et D. Les cailloux. L'esprit ainsi libéré des pensées superflues acquiert une incroyable acuité pour les choses importantes. L'animal normal, en fait, ne cherche jamais à marcher et mastiquer du chewing-gum en même temps.
L'humain moyen, pour sa part, réfléchit à toutes sortes de choses du matin au soir, à toutes sortes de niveaux, qu'interrompent des dizaines d'horloges et de calendriers biologiques. Il existe des pensées prêtes à sortir, des pensées secrètes, des pensées réelles, des pensées sur des pensées, et toute une gamme de pensées inconscientes. Pour un télépathe, le cerveau humain n'est que vacarme. C'est un terminus de chemin de fer quand tous les haut-parleurs s'égosillent en même temps. C'est une bande FM complète, et certaines des stations ne sont pas recommandables. Stations pirates bannies sur des mers interdites qui passent tard dans la nuit des chansons aux paroles limbiques. Mémé, en voulant localiser Esk par la seule magie de l'esprit, tentait de trouver une paille dans une meule de foin. Elle n'y arrivait pas, mais elle captait assez de signaux sensoriels via les gémissements hétérodynes d'un millier de cerveaux tous occupés à penser en même temps pour se convaincre que le monde était effectivement aussi fou qu'elle l'avait toujours jugé. Elle retrouva Hilta au coin de la rue. Hilta portait son balai, l'idéal pour mener des recherches aériennes. Avec grande discrétion cependant. Les hommes d'Ohulan soutenaient sans réserve la pommade dure longtemps, mais n'admettaient pas les femmes volantes. Elle était affolée. Pas la moindre trace, dit Mémé. Tu es descendue à la rivière? Elle est peut-être tombée dedans. Ça, ce serait pas la première fois. N'importe comment, elle sait nager. Moi, je crois qu'elle se cache, la drôlesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Mémé lui jeta un regard méprisant. Il t'a Fondbic. J'ai honte de toi. Tu te conduis comme une poule mouillée. Est-ce que je m'inquiète, moi? Hilta la regarda attentivement. Oui, un peu. Tu as les lèvres toutes minces. C'est que je suis en colère. Voilà. Les gitans viennent toujours pour la foire. Ils l'ont peut-être enlevée. Mémé était prête à tout croire sur les gens de la ville, mais là, elle se sentait sûre de son fait. Alors, c'est qu'ils sont beaucoup plus cinglés que je le pensais, lança-t-elle. Écoute, elle a le bourdon. Ça l'avance à quoi? Demanda Hilta au bord des larmes. J'ai l'impression que t'as rien compris à ce que je t'ai dit, fit durement Mémé. Tout ce qu'on a à faire, c'est retourner à ton emplacement et attendre. Attendre quoi? Les cris, les explosions, les boules de feu, n'importe quoi, dit Mémé évasive. C'est cruel. Oh, ceux à qui ça va arriver, ils le méritent, d'après moi. Allez, pars devant et mets-l'eau à chauffer. Hilta lui jeta un regard hésitant, puis elle grimpa sur son balai et s'éleva lentement, par à coups, dans l'ombre des cheminées. Si les balais étaient des voitures, celui-ci serait une coccinelle décapotable. Mémé la suivit des yeux puis clopina dans les rues mouillées derrière elle. Il était hors de question qu'on la fasse grimper sur un de ces engins. Esk était couchée dans les grands draps pelucheux et légèrement humides du lit d'appoint dans la mansarde du violon dingue. Elle était fatiguée, pourtant elle n'arrivait pas à dormir. D'abord le lit était trop froid. Elle se demanda avec inquiétude si elle allait oser le réchauffer, mais elle se ravisa. Apparemment, elle n'avait pas le coup pour les sortilèges de feu, même en faisant attention. Soit il ne marchait pas du tout, soit il marchait trop bien. Les bois autour de la chaumière étaient devenus moins sûrs, maintenant que des boules de feu les avaient criblés de trous en disparaissant dans la terre. Au moins, disait Mémé, même si elle se faisait recaler en magie, son avenir était assuré comme puisatière ou installatrice de cabinet. Elle se retourna sur sa couche et s'efforça d'oublier la légère odeur de champignons des draps. Puis elle tendit la main dans le noir et finit par trouver le bourdon, appuyé contre la tête de lit. Madame Thénard avait beaucoup insisté pour le descendre au rez-de-chaussée, mais est-ce que s'y était cramponnée de toutes ses forces? C'était la seule chose au monde qu'elle possédait avec certitude. La surface vernie aux drôles de sculptures avait un contact bizarrement rassurant. Est-ce que s'endormit, rêva de bracelets, de paquets mystérieux et de montagnes, et aussi d'étoiles lointaines au-dessus des montagnes,
et puis d'un désert froid où d'étranges créatures titubaient dans le sable sec et la fixaient de leurs yeux d'insectes. Le craquement d'une marche, encore un autre, ensuite un silence, le genre de silence étouffant, effrayant de qui se tient aussi immobile que possible. La porte s'ouvrit en grand. Devant la lumière de la chandelle, Thénard dessinait une ombre plus noire sur l'escabeau. Quelques mots s'échangèrent à voix basse, puis, sur la pointe des pieds, l'aubergiste s'approcha aussi silencieusement que possible de la tête de lit. Au premier tâtonnement prudent, il déplaça le bourdon qui glissa de côté. Mais il s'en empara bien vite et vida tout doucement l'air de ses poumons. Il ne lui en restait donc plus guère pour hurler lorsque le bourdon lui remua dans les mains. Il en sentit les écailles, les anneaux, les muscles. Esque s'assit droit comme un piquet, juste à temps pour voir Thénard culbuter en arrière par-dessus l'escabeau à pic, sans cesser de battre désespérément des bras pour les débarrasser de quelque chose d'indistinct enroulé autour. Un autre cri monta d'en dessous lorsqu'il atterrit sur sa femme. Le bourdon s'abattit bruyamment sur le plancher et resta là, dans une faible lueur octarine. Esque sortit du lit et traversa la mansarde à pas feutrés. D'horribles jurons s'élevèrent. Ils lui parurent dégoûtants. Elle fouilla des yeux le trou de la porte, et son regard tomba sur le visage de madame Thénard. « Donne-moi ce bourdon !» Esque baissa le bras derrière elle et agrippa le bois poli. « Non, dit-elle, il est à moi. »« C'est pas pour les petites filles, » cracha l'épouse du tavernier. « Il m'appartient, » dit tranquillement Esque qui referma la porte. Elle écouta un instant les marmonnements venant du rez-de-chaussée et s'efforça de réfléchir à ce qu'elle devait faire maintenant. Changer le couple en n'importe quoi ne créerait probablement que des histoires, et de toute façon, elle ne savait pas trop comment s'y prendre. En fait, la magie ne fonctionnait vraiment que lorsqu'elle n'y pensait pas. Son esprit semblait faire obstacle. Elle retraversa à pas de loup la pièce dans l'autre sens et ouvrit d'une poussée la minuscule fenêtre. Les curieuses odeurs nocturnes de la civilisation pénétrèrent dans la chambre. La senteur humide de la rue, l'arôme des fleurs de jardin, les fleuves lointains d'un trop-plein de cabinets. Il y avait des tuiles mouillées dehors. Alors que Thénard repartait à l'assaut de l'escabeau, elle sortit le bourdon sur le toit et rampa à sa suite, se retenant aux moulures au-dessus de la fenêtre pour ne pas tomber. Le toit s'inclinait vers un appentis et elle parvint à rester plus ou moins debout pour sa descente acrobatique, entrecoupée de dérapages sur les tuiles inégales. Un saut de 2 mètres sur un tas de vieux tonneaux, une rapide dégringolade le long du bois glissant, et elle traversa facilement la cour de l'auberge au petit trot. Alors qu'elle faisait voler dans sa galopade la brume de la rue, lui parvinrent du violon dingue les éclats d'une dispute. Thénard dépassa son épouse à toute allure et posa une main sur le robinet du fût le plus proche. Il marqua une pause, puis il l'ouvrit d'un violent coup de poignet. L'odeur d'eau-de-vie de pêche emplit la salle, aussi pénétrante que des pointes de couteau. Il referma le chante-pleurs et se détendit. « T'as eu peur qu'on nous l'ait changé en une piquette imbuvable ?» demanda sa femme. Il acquiesça. « Si t'avais pas été aussi empoté, » commença-t-elle. « Je te dis qu'il m'a mordu. »« T'aurais pu devenir mage et on n'aurait plus de soucis à se faire. T'as donc pas d'ambition ?» Thénard secoua la tête. « Mais ça dit qu'il faut plus qu'un bourdon pour faire un mage, » dit-il. « Et puis, j'ai entendu dire que les mages, ils ont pas le droit de se marier. Ils ont même pas le droit de... » Il hésita. « De quoi ? Pas le droit de quoi ?» Thénard se ratatina. « Bah, tu sais, ça. » « Non, je sais sûrement pas de quoi tu causes, » dit vivement madame Thénard. « Non, mes avis que non. » Il la suivit à contre-cœur hors de la salle d'auberge obscure. Il se disait que les mages n'avaient peut-être pas une vie aussi pénible que ça, tout compte fait. Il en eut confirmation le lendemain matin en découvrant que les 10 fûts d'eau de vie de pêche s'étaient effectivement changés en piquettes imbuvables. Esque erra sans but dans les rues grises et aboutit au tout petit port fluvial d'Ohulan. De larges gabarres à fond plat cognaient doucement contre les quais. Une ou deux laissaient échapper de minces volutes de fumée par les cheminées de poêles accueillants.
La fillette grimpa sans peine à bord de la plus proche et se servit du bourdon pour soulever la toile cirée qui la recouvrait en grande partie. Une odeur chaude, mélange de lanoline et de fumier, monta de la cargaison. La gabarre transportait de la laine. Ce n'est pas malin d'aller dormir sur une gabarre inconnue sans savoir quelle falaise bizarre on va voir passer au réveil, sans savoir que les gabariers commencent traditionnellement de bonne heure. Ils se mettent en route alors que le soleil est à peine levé, sans savoir quels nouveaux horizons on risque de découvrir au matin. On sait tous ça. Est-ce que... Non. Elle se réveilla. Quelqu'un sifflait. Elle resta immobile, se repassa dans la tête les événements de la veille, se rappela ce qu'elle faisait à bord, puis roula sur elle-même tout doucement et souleva très légèrement la toile cirée. Elle était donc bien à bord. Et, à bord, s'était déplacée. Alors c'est ça qu'on appelle naviguer, dit-elle en regardant défiler silencieusement la rive d'en face. Ça rien d'extraordinaire. Il ne lui vint pas à l'idée de s'inquiéter. En 8 ans d'existence, elle avait trouvé le monde particulièrement ennuyeux. Elle n'allait tout de même pas jouer les ingrates maintenant qu'il devenait intéressant. Un chien accompagna de ses aboiements le siffleur un peu plus loin. Esk se rallongea sur le dos dans la laine, se concentra pour trouver l'esprit de l'animal et le lui emprunta en douceur. Depuis son cerveau malhabile et brouillon, elle apprit qu'il y avait au moins 4 personnes sur la gabarre, et beaucoup plus sur les autres qui s'échelonnaient, attachés ensemble au fil de la rivière. Certaines étaient des enfants. Elle laissa partir l'animal, contempla à nouveau longuement le paysage. La gabarre passait maintenant entre de hautes falaises oranges striées de tant de couleurs de roches différentes qu'on aurait dit qu'un dieu affamé avait battu le record du plus gros sandwich club de tous les temps. Et essaya d'oublier la pensée qui lui venait. Mais la pensée insistait. Elle se glissait dans son esprit comme un danseur de limbo importun par-dessous la porte des toilettes de la vie. Tôt ou tard, il lui faudrait quitter sa cachette. Ce n'était pas son estomac qui réclamait, mais sa vessie qui ne tenait plus. Peut-être que si... La toile cirée au-dessus de sa tête se retira brusquement, et une grosse figure barbue, épanouie, se pencha vers elle. « Tiens, tiens, fit la figure. Qu'avons-nous là, dites donc? Un passager clandestin ou bien... » Est-ce que la dévisagea? Oui, répondit-elle. À quoi bon le nier? Vous pouvez m'aider à sortir, s'il vous plaît? Tu n'as pas peur que je te jette au brochet? Fit la figure qui surprit son air indécis. Gros poisson d'eau douce, ajouta-t-elle avec obligeance. Rapide, beaucoup de dents, brochet. Pareille pensée ne l'avait même pas effleurée. Non, dit-elle sincère. Pourquoi? Vous allez faire ça? Non, pas vraiment. Pas la peine d'avoir peur. J'ai pas peur. Oh! Un bras brun apparut rattaché à la figure selon le procédé habituel et l'aida à sortir de son nid de toison. Esk se mit debout sur le pont de la gabarre et regarda autour d'elle. Le ciel était plus bleu qu'une boîte à biscuits. Il s'ajustait hermétiquement sur une large vallée que la rivière suivait d'un cours aussi léthargique qu'une enquête d'utilité publique. Derrière elle, les montagnes du Bélier servaient toujours de rail d'attache pour nuages, mais elle ne dominait plus le paysage comme elle l'avait constamment fait depuis qu'Esk les connaissait. La distance les avait érodés. « Où c'est ici ?» demanda-t-elle en flairant les odeurs nouvelles de marécage et de lèche. « Le cours supérieur du fleuve Ankh, » répondit son ravisseur. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Esk regarda le fleuve en amont puis en aval. Il était déjà beaucoup plus large qu'à Oulan. « Je sais pas, ça fait beaucoup d'eau. L'est à vous le navire ?»« Bateau, » corrigea l'homme. Il était plus grand que son père, quoique pas aussi vieux, et habillé comme un gitan. La plupart de ses dents s'étaient changées en or, mais Esk se dit que ce n'était pas le moment de lui demander pourquoi. Il avait le genre de teint vraiment allé que les richards cherchent des années durant à obtenir à coups de vacances coûteuses et de bouts de feuilles d'aluminium, quand il suffit honnêtement de se crever le derrière tous les jours en plein air. Son front se plissa. « Oui, il est à moi, »
répondit-il, décidé à reprendre l'initiative. Et tu fais quoi dessus? Je voudrais bien savoir. Tu t'enfuis de chez toi ou bien tu serais un garçon, je dirais que tu t'en vas chercher fortune. Les filles, elles peuvent pas chercher fortune? Je pense qu'elles sont censées chercher le gars qui a déjà trouvé fortune, dit l'homme dans un sourire à 200 carats. Il tendit une main brune, lourde de bagues. Viens prendre un petit déjeuner. J'aimerais mieux aller au cabinet, dit-elle. La bouche de l'homme s'ouvrit toute grande. C'est une gabarre ou bien? Oui. Ça veut dire qu'on n'a que le fleuve. Il lui tapota la main. Ne t'en fais pas, ajouta-t-il. Il a l'habitude. Mémé se tenait au bord de l'eau et sa bottine toc-toc-toquait sur le bois de l'embarcadère. Le petit homme devant elle, ce Kohulan avait de plus proche d'un mètre de port, subissait la pleine puissance de son regard, et visiblement il se ratatinait. L'expression de la vieille femme n'était peut-être pas aussi vicieuse que des poussettes, mais elle sous-entendait que les poussettes restaient dans le domaine du possible. Et elles sont parties avant l'aube, vous dites, dit-elle. Oui, répondit-il. Je savais pas qu'il n'aurait pas dû. Vous avez vu une petite fille à bord? Toc, 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 fit la bottine. Non, désolé. Son visage s'éclaira. C'était des zoïdes, dit-il. Si l'enfant est à bord, il lui arrivera rien de mal. On peut toujours faire confiance à un zoïde à ce qu'on dit. Grand sens de la famille. Mémé se tourna vers Ilta, qui allait et venait comme un papillon éperdu, et haussa les sourcils. Ah, oui, tria Ilta. Les zoïdes ont très bonne réputation. Fit Mémé. Elle tourna les talons et repartit en clopinant vers le centre de la ville. Le maître de port s'affaissa comme si on venait de lui retirer un cintre de la chemise. Ilta habitait un logis au-dessus d'un herboriste et derrière une tannerie. On y jouissait d'une vue splendide sur les toits d'Oylan. Elle s'y plaisait à cause de son caractère intime. Un avantage, comme elle disait, toujours apprécié par mes clients les plus délicats, qui préfèrent effectuer leurs achats très spéciaux dans une ambiance de calme, où la discrétion reste à jamais le mot d'ordre. Mais Messire du Temps fit du regard le tour du petit salon sans parvenir à dissimuler entièrement son mépris. Beaucoup trop de glands de tenture, de rideaux de perles, de cartes astrologiques et de chats noirs dans cette pièce. Mémé ne supportait pas les chats. Elle renifla. « C'est la tannerie ?» demanda-t-elle d'un ton accusateur. « De l'encens » répondit Hilda. Elle se reprenait bravement face au mépris de Mémé. « Les clients aiment bien, » dit-elle. « Ça les met dans une bonne disposition d'esprit. Tu sais ce que c'est. »« Moi, j'aurais cru qu'on pouvait exercer un métier parfaitement honorable, Hilda, sans tomber dans les talents de société, » répliqua Mémé qui s'assit et s'attela à la tâche délicate de retirer ses épingles à chapeau. « C'est différent dans les villes, » dit Hilda. « Il faut évoluer avec son temps. » Je me demande bien pourquoi. L'eau est sur le feu. Mémé tendit la main par-dessus la table et retira la housse en velours de la boule de cristal de Hilda, une sphère de quartz aussi grosse que sa tête. J'ai jamais attrapé le tour de main pour ce foutu machin de silicium, fit-elle. Un bol d'eau avec une goutte d'encre dedans, ça suffisait quand j'étais gamine. Maintenant, voyons un peu. Elle scruta le cœur palpitant de la boule, s'efforça par son entremise de concentrer son esprit sur la position d'Esk. Ça n'était jamais particulièrement facile de se servir d'un cristal, et la plupart du temps, quand on regardait dedans, on pouvait compter que l'avenir tiendrait au moins une promesse, celle d'une migraine carabinée. Mémé ne leur faisait pas confiance, aux boules. Elle leur trouvait un arrière-goût de magie. Pour un peu, avait-elle toujours l'impression, ce foutu machin vous sucerait la cervelle du crâne comme un bulot de sa coquille. C'est plein de paillettes dans ton bidule, dit-elle, soufflant sur la boule avant de l'essuyer d'un revers de manche.
Il t'a regarda par-dessus son épaule. Pas des paillettes. Ça veut dire quelque chose, dit-elle lentement. Quoi donc? Je ne suis pas sûre. Je peux essayer? Elle est habituée à moi. Hilda repoussa un chat de l'autre chaise et se pencha en avant pour sonder les profondeurs de verre. Te gêne pas, dit Mémé. Mais tu trouveras pas. Ça se précise. Pour moi, c'est que des paillettes, insista Mémé. Des petites lumières argentées qui voltigent, comme dans ces jouets, là, les tempêtes de neige en bouteille. Plutôt joli, faut dire. Oui, mais regarde derrière les flocons. Mémé regarda. Voici ce qu'elle vit. Elle dominait d'une très haute altitude un vaste pan de territoire, bleui par la distance, à travers lequel un large fleuve se tortillait comme un serpent pris de boisson. Des lumières argentées flottaient au premier plan, mais ce n'était pour ainsi dire que de malheureux flocons dans la grande tempête de lumière qui tournait en une immense spirale paresseuse, comme une vieille tornade en proie à une mauvaise attaque de neige, et descendait en entonnoir jusqu'au paysage brumeux. En plissant les yeux, Mémé arrivait tout juste à distinguer des points sur le fleuve. De temps en temps, une espèce d'éclair étincelait brièvement à l'intérieur de l'entonnoir de grains de poussière en rotation lente. Mémé cligna des paupières et leva les yeux. La pièce lui parut très sombre. « Drôle de temps, fit-elle, parce que rien de mieux ne lui venait à l'esprit. Même les yeux fermés, elle voyait encore danser les grains étincelants. « À mon avis, ce n'est pas le temps, dit Hilda. Je ne crois pas que les gens puissent le voir. Le cristal le montre, lui. Je crois que c'est de la magie qui se condense dans l'air. » Pour aller dans le bourdon. Oui, le bourdon d'un mage sert à ça. Et il distille de la magie, comme qui dirait. Mémé risqua un autre coup d'œil dans la boule. Dans Esque, fit-elle doucement. Oui, on dirait qu'il y en a beaucoup. Oui. Comme il lui arrivait parfois, Mémé regretta de ne pas en savoir plus long sur la façon dont les mages entretenaient leur art. Elle eut une vision de la magie qui emplissait Esque, qui lui gonflait les tissus jusqu'au moindre pore de peau. Puis elle se mettait à fuir, d'abord lentement par petits jets en arc de cercle qui retombaient par terre, et ensuite de plus en plus fort, pour finir par une formidable décharge de puissance occulte. Ça pouvait causer toutes sortes de dégâts. « Crénon, dit-elle. Je l'ai jamais aimé, ce bourdon. » Au moins, elle se dirige vers l'université, dit Hilda. Ils sauront bien quoi faire. Pas sûr. Ils sont descendus loin sur le fleuve, à ton avis. Une 30aine de kilomètres, en gros. Ces gabarres n'avancent qu'au pas. Les zoïdes ne sont jamais pressés. Parfait. Mémé se leva, la mâchoire provocante. Elle tendit la main vers son chapeau et ramassa le sac renfermant ses biens. Mais avis que je peux marcher plus vite qu'une gabarre, dit-elle. Le fleuve est tout méandreux, alors que moi, je peux avancer en ligne droite. Tu veux la rattraper à pied? Fit Hilda horrifiée. Mais il y a des forêts et des bêtes sauvages. Tant mieux. Ça me ferait du bien de retrouver la civilisation. Esque a besoin de moi. Ce bourdon est en train de prendre le dessus. Je l'avais dit que ça arriverait. Mais est-ce qu'on m'a écouté? On t'a écouté? Demanda Hilda qui essayait toujours de comprendre ce que Mémé avait voulu dire par retrouver la civilisation. Non, répondit froidement Mémé. Il s'appelait Amchat Balzoïd. Il vivait sur l'eau avec ses 3 femmes et ses 3 enfants. C'était un menteur. Ce qui horripilait toujours les ennemis de la tribu des Zoïdes, ce n'était pas uniquement leur honnêteté, aussi scrupuleuse qu'exaspérante, mais la totale franchise de leurs propos. Les Zoïdes n'avaient jamais entendu parler d'euphémisme et ils n'auraient pas su qu'en faire si on leur en avait mis un sous le nez. Sauf qu'ils l'auraient sûrement qualifié de formule aimable pour dire une méchanceté. Ce respect strict de la vérité, ils ne le devaient apparemment pas à un dieu, comme c'est généralement le cas,
mais à leur patrimoine génétique. Le zooïde moyen était tout aussi incapable de mentir que de respirer sous l'eau. Le concept même de mensonge suffisait à le mettre dans tous ses états. Dire un mensonge revenait purement et simplement à chambouler l'univers de fond en comble. Un inconvénient de taille pour un peuple commerçant. Aussi, au fil des millénaires, les anciens zoïdes avaient-ils étudié ce pouvoir étrange dont tout le monde sauf eux jouissait en abondance, et avaient-ils décidé qu'ils devraient en bénéficier à leur tour? Les jeunes gens qui montraient le moindre signe d'un tel talent se voyaient encouragés, à l'occasion de cérémonies particulières qui les mettaient en compétition, à déformer la vérité toujours plus loin. Le premier proto-mensonge attesté avait été: mon grand-père est effectivement assez grand. Mais ils avaient fini par rattraper le coup et l'on avait créé le bureau du mensonge tribal. Il faut comprendre que, si les zoïdes, dans leur majorité, ne savent pas mentir, ils témoignent en revanche d'un grand respect pour celui capable de dire que le monde n'est pas tel qu'on le voit. Et le menteur occupe chez eux une très haute fonction. Il représente la tribu dans toutes les négociations avec le monde extérieur, que le zoïde moyen a depuis longtemps renoncé à comprendre. Les tribus zoïdes sont extrêmement fiers de leurs menteurs. Les autres races ne supportent pas cette appellation de menteur. Elles estiment que les zoïdes auraient dû choisir un titre mieux approprié, tel que diplomate ou chargé des relations publiques. Elles estiment qu'ils l'ont fait exprès pour se moquer. Tout ça, c'est vrai? Demanda Esk, méfiante en faisant du regard le tour de la cabine bondée de la gabarre. Non, répondit Amchat avec conviction. Sa plus jeune femme, qui préparait du porridge sur un tout petit fourneau décoré, se mit à glousser. Ses trois enfants observèrent gravement Esk par-dessus le bord de la table. Vous dites jamais la vérité? Et toi? La bouche d'Amchat se fendit d'un sourire horrifié, mais ses yeux ne souriaient pas, eux. Tu faisais quoi sur mes toisons? Amchat n'enlève personne. Chez toi, on va s'inquiéter ou bien? Je pense que Mémé va venir me chercher, dit Esk. Mais je crois pas qu'elle va beaucoup s'inquiéter. Elle sera seulement en colère, je pense. De toute manière, je vais à Ankh-Morpork. Vous pouvez me jeter du navire. Bateau. Si vous voulez. Les brochets, je m'en fiche. Je ne peux pas faire ça, dit Amchat. Encore un mensonge? Non. La région est sauvage. Il y a des voleurs et des choses. Esk hocha la tête radieuse. Alors c'est réglé, dit-elle. Ça m'est égal de dormir sur la laine, et je peux payer mon voyage. Je peux faire... Elle hésita. Sa phrase incomplète resta suspendue en l'air comme une petite volute de cristal, alors que la prudence tentait avec succès de lui retenir la langue. Des tas de choses utiles, acheva-t-elle maladroitement. Elle s'aperçut qu'Amchat jetait un coup d'œil en coin à l'aînée de ses femmes, qui cousait près du fourneau. Selon la tradition zoïde, elle ne portait que du noir. Mémé aurait approuvé des deux mains. Quelle sorte de choses utiles? Demanda-t-il. Faire la vaisselle et balayer ou bien? Si vous voulez, dit Esk. Ou bien distiller à l'alambic double ou triple, composer les vernis, lacs, encaustiques, zoumcha et pune, fondre la cire, façonner des bougies, bien choisir les graines, racines et boutures, et accommoder presque toutes les recettes qu'on connaît à partir des 80 herbes merveilleuses. Je sais filer, carder, rouir, ourdir et tisser au métier à main, en haute lisse et basse lisse, et au grand métier. Je sais tricoter si on me fournit la laine, je sais lire la terre et les rochers, charpenter même les tenons et mortaises à trois voix, prévoir le temps d'après le ciel et les bêtes, multiplier une ruchée, brasser 5 sortes d'hydromel, préparer les teintures, les mordants et les enduits, même du bleu grantin. Je sais faire presque toutes les sortes de fer-blanterie, réparer les chaussures, staller et travailler la plupart des cuirs. Et si vous avez des chèvres, je sais m'en occuper. J'aime bien les chèvres. Par chez nous, les amateurs de chèvres sont légion, dit Mémé. Amchat la considérait d'un air songeur. Elle se dit qu'il attendait la suite. Mémé, elle supporte pas de voir les gens à rien faire, reprit-elle. Elle répète sans arrêt qu'une fille à droite de ses mains trouvera toujours de quoi vivre, ajouta-t-elle en manière d'explication. Ou un mari, je suppose, acquiesça Amchat à mi-voix. Justement, Mémé avait beaucoup à dire là-dessus.
J'en suis sûr, dit Amchat. Il regarda l'aînée de ses épouses qui répondit par un hochement quasi imperceptible de la tête. Très bien, dit-il. Si tu sais te rendre utile, tu peux rester. Joues-tu aussi d'un instrument de musique? Esk lui retourna son regard franc, sans sourciller. Sans doute. Ainsi Esk, avec une grande facilité et un seul petit regret, quitta les montagnes du Bélier et leur climat pour se joindre aux Zoïdes dans leur grande descente marchande de l'Ankh. Plus de 30 gabars se suivaient, chacune occupée au moins par une famille tentaculaire de Zoïdes. Aucune ne transportait la même cargaison. La plupart étaient reliées les unes aux autres, et il suffisait aux Zoïdes de haler le câble et de passer sur le pont voisin s'il leur prenait envie de voir du monde. Esk s'installa dans les toisons de laine. Il y faisait bon. L'odeur lui rappelait la chaumière de Mémé et, plus important, personne ne venait la déranger. Elle commençait à se faire du souci. La magie échappait nettement à sa volonté. Esk ne faisait pas de magie, c'était la magie qui se manifestait toute seule autour d'elle. Et elle sentait que ça ne rassurerait probablement guère les gens de le savoir. Ça voulait dire qu'en cas de vaisselle, elle devait passer son temps à éclabousser l'eau et entrechoquer les plats afin de cacher qu'il se lavait tout seul. Qu'en cas de raccommodage, elle devait s'isoler discrètement sur le pont afin de masquer les bords du trou qui se reprisaient d'eux-mêmes comme par magie. Puis elle se réveilla le second jour de son voyage pour découvrir que plusieurs toisons autour de la cachette du bourdon s'étaient peignées, cardées et filées toutes seules en écheveau impeccable durant la nuit. Elle chassa de son esprit toute pensée de feu. Elle avait des compensations cependant. Chaque courbe paresseuse du fleuve lui amenait de nouveaux panoramas. Il y eut des passages d'ombre, enclavés dans une forêt épaisse que les gabars franchirent au beau milieu du fleuve, les hommes en armes et les femmes sous le pont, sauf Esk, qui resta écouter avec intérêt les grognements et éternuements qui les suivirent depuis les fourrés des berges. Il y eut des portions de terre cultivées, plusieurs villes beaucoup plus grosses qu'Ohulan, et même quelques montagnes, mais vieilles et plates, ni jeunes ni fringantes comme les siennes. Elle n'avait pas franchement le mal du pays, non. Pourtant, elle se sentait des fois pareille à un bateau à la dérive le long d'un fil incontinu, mais toujours attaché à une ancre. Les gabars faisaient escale dans certaines des villes. La tradition voulait que seuls les hommes se rendent à terre et que seul Amchat, coiffé de son chapeau de menteur de cérémonie, s'adresse aux non-zoïdes. D'ordinaire, Esk l'accompagnait. Il avait bien essayé de lui faire comprendre par des allusions qu'elle devait obéir aux règles tacites de la vie zoïde et rester à bord, mais une allusion n'avait pas plus d'effet sur Esk qu'une piqûre de moustique sur un rhinocéros moyen. Si l'on ignore les règles, apprenait-elle déjà, la moitié du temps elles se réécrivent tranquillement pour cesser de vous concerner. N'importe comment, Amchat avait l'impression que lorsque la fillette l'accompagnait, il obtenait toujours un très bon prix. Il y avait chez elle, quand elle louchait sur les gens d'un air décidé de derrière ses jambes, un je ne sais quoi qui poussait les marchands, même les plus durs en affaires, à rapidement conclure leurs transactions. À vrai dire, ça commençait à l'inquiéter. Le jour où un courtier dans la ville close de Zemphis lui offrit un sac d'outre-mer en échange de 100 toisons, une voix s'éleva au niveau de ses poches. « C'est pas des outre-mer. »« Regardez-moi cette gamine !» dit le courtier dans un grand sourire. Amchat leva gravement l'une des pierres à hauteur d'yeux. « Moi je regarde, dit-il, et on dirait bien des outre-mer. Elles en ont la brillance et la miroitance. » Est-ce secoua la tête. « C'est que des jams, fit-elle. Elle avait parlé sans réfléchir et le regretta aussitôt tandis que les deux hommes pivotaient pour la fixer d'un œil étonné. Amchat retourna la pierre dans sa main. Placer des jams, les pierres caméléons, dans la même boîte que d'authentiques gemmes pour qu'ils aient l'air de changer de couleur, c'était un truc classique. Mais cela avait la vraie flamme bleue à l'intérieur. Il leva un regard pénétrant sur le courtier. Amchat avait reçu une excellente formation dans l'art du mensonge. Il en reconnaissait les signes subtils, maintenant qu'il s'interrogeait. « Il y a apparemment un doute, dit-il, mais facile à dissiper. Il suffit de les porter chez l'essayeur de la rue des Pins parce que tout le monde sait que les jams se dissolvent dans le liquide hypactique.
Ou bien, Le courtier hésita. Amchat avait légèrement changé de posture, et sa musculature laissait entendre au courtier qu'au moindre mouvement brusque de sa part, il l'enverrait rouler dans la poussière. Et cette fichue drôlesse qui lui louchait dessus comme si elle voyait le fond de sa pensée. Ses nerfs lâchèrent. vous me voyez navré de cette malheureuse discussion, dit-il. J'ai pris livraison de ces pierres en croyant de bonne foi des Outre-mer, mais plutôt que de laisser un différend s'établir entre nous, je vous demande de les accepter en cadeau. Et pour les toisons, puis-je vous proposer cette rosace de premier choix? Il sortit une petite pierre rouge d'une minuscule bourse de velours. Amchat la regarda à peine. Sans lâcher l'homme des yeux, il l'attendit à Esk. Elle fit oui de la tête. Après le départ précipité du marchand, Amchat saisit Esk par la main et l'entraîna, voire la traîna tout court, jusqu'à l'officine de l'essayeur, guère plus grande qu'une niche dans un mur. Le vieil homme prit la plus petite des pierres bleues, écouta les explications hâtives du gabarier, tira une pleine soucoupe de liquide hypactique et laissa tomber la pierre dedans. Elle écuma avant de disparaître. Très intéressant. Dit-il. Il prit une autre pierre dans des bruxelles et l'examina sous un verre grossissant. Ce sont bien des jams, mais des spécimens remarquables dans leur genre, Conclut-il. ils ont quand même une certaine valeur, et moi par exemple je serais prêt à vous en offrir. Elle a quelque chose aux yeux, la petite? Amchat donna un coup de coude à Esk, qui cessa d'exercer une nouvelle fois le regard. Je vous en offrirai, disons, 2 attes d'argent. Et si on disait 5 répliqua aimablement Amchat. Et moi j'aimerais bien garder une des pierres. Fit Esk. Le vieil homme leva les bras au ciel. Mais ce ne sont que des curiosités, Dit-il. ça n'a de valeur que pour un collectionneur. Un collectionneur pourrait quand même les revendre à un client sans méfiance pour des Outre-mer ou des rosates de premier choix, dit Amchat. Surtout s'il est le seul essayeur de la ville. L'essayeur bougonna un peu, mais ils finirent par se mettre d'accord sur 3 attes et un jam pour Esk, montés sur une chaînette d'argent. Lorsqu'ils furent hors de portée d'oreille, Amchat tendit à la fillette les toutes petites pièces d'argent et dit « Elles sont à toi. Tu les as gagnées. Mais… » Il s'accroupit pour la regarder dans les yeux. « Il faut me dire comment tu as su que les pierres étaient fausses. » Il avait l'air soucieux. Mais Esk sentit qu'il n'aimerait guère la vérité. La magie mettait les gens mal à l'aise. Il n'aimerait pas qu'elle lui dise « Les jams, c'est des jams, et les Outre-mer, c'est des Outre-mer. Et si vous croyez qu'ils sont pareils, c'est parce que la plupart des gens ne savent pas se servir de leurs yeux comme il faut. Rien ne peut cacher complètement sa vraie nature. » Au lieu de ça, elle dit « Les nains ont une mine de jam à côté du village où je suis née, et on apprend vite à voir qu'ils déforment la lumière de façon bizarre. » Amchat continua de la regarder un moment dans les yeux, puis il haussa les épaules. « D'accord, dit-il. Très bien. Bon, j'ai encore à faire en ville. Pourquoi tu ne t'achètes pas des vêtements neufs ou bien? J'aimerais te mettre en garde contre les commerçants malhonnêtes, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'impression qu'il t'arrivera des ennuis. » Esk hocha la tête. Amchat s'éloigna à grandes enjambées sur la place du marché. Au premier coin de rue, il se retourna, la regarda d'un air songeur, puis disparut dans la foule. Voilà, fini de naviguer, se dit Esk. Il n'est pas tout à fait sûr, mais il va me surveiller maintenant. Et avant que j'aie compris ce qui se passe, on me prendra le bourdon et je vais récolter toutes sortes d'embêtements. Pourquoi est-ce que la magie met tout le monde tellement en colère? Elle poussa un soupir résigné et entreprit d'explorer les possibilités de la ville. Restait pourtant la question du bourdon. Est-ce que l'avait enfoncé loin dans les toisons qu'on n'allait pas décharger dans l'immédiat? Si elle retournait le chercher, on lui poserait des questions et elle ne connaissait pas les réponses. Elle trouva une ruelle qui lui convenait et qu'elle enfila à toutes jambes jusqu'à ce qu'un bon renfoncement de porte lui offre l'abri tranquille dont elle avait besoin. S'il était exclu de retourner à la gabarre, alors il ne restait qu'une solution. Elle tendit une main et ferma les paupières. Elle savait exactement ce qu'elle voulait faire. C'était là, devant ses yeux. Pour lui revenir, il ne fallait pas que le bourdon s'envole dans les airs, abîme la gabarre et attire l'attention sur lui. Tout ce qu'elle voulait, se disait-elle,
c'était que s'opère un léger changement dans l'organisation du monde. Que ce ne soit plus un monde où le bourdon se cachait dans les toisons, mais un monde où elle le tenait en main. Un tout petit changement, une altération infinitésimale de l'état des choses. Si Esk avait reçu une formation de mage dans les règles, elle aurait compris que son idée était irréalisable. Tous les mages savaient déplacer les objets, depuis les protons et tout ce qui s'ensuit. Mais l'important à retenir pour en déplacer un de A jusqu'à Z, selon la physique élémentaire, c'est qu'à un moment donné, l'objet en question devra passer par le reste de l'alphabet. La seule solution pour le faire disparaître en A et réapparaître en Z aurait été d'escamoter la réalité. Mieux valait ne pas penser aux problèmes qui en auraient découlé. Esk, évidemment, n'avait pas reçu de formation. Et il est bien connu qu'ignorer l'impossibilité de ce qu'on tente reste l'un des ingrédients essentiels de la réussite. Ignorer l'éventualité d'un échec, c'est comme une chantignole déposée sur le chemin de la bicyclette de l'histoire. Alors qu'est-ce que s'efforcer de découvrir comment déplacer le bourdon? Les ondes se propagèrent dans l'éther magique pour modifier le disque-monde par des milliers de détails infimes. La plupart passèrent totalement inaperçus. Peut-être quelques grains de sable occupaient-ils une position légèrement différente sur leur plage, ou une feuille pendait-elle de son arbre sous un angle imperceptiblement plus fermé. Mais ensuite, l'onde enveloppe de probabilité heurta la berge de la réalité. Rebondit, à la façon d'une éclaboussure contre le bord d'une mare, rencontra les dernières rides venant dans l'autre sens et provoqua des tourbillons, d'intensité réduite, mais de retombées considérables, dans le tissu même de l'existence. Il arrive que se produisent des tourbillons dans le tissu de l'existence parce que c'est un tissu très spécial. Esk ignorait totalement ce qui précède, évidemment, mais elle fut bien contente lorsque le bourdon surgit du néant pour se matérialiser dans sa main. Son contact était chaud. Elle le considéra un moment. Elle sentait qu'elle devait faire quelque chose. Il était trop grand, trop identifiable, trop gênant. Il attirait l'attention. « Si je t'emmène à Ankh-Morpork, dit-elle d'un air songeur, faut que je te déguise. » Quelques restes de magie tremblotèrent autour du bourdon, puis il s'assombrit. Finalement, Esk résolut son problème urgent. Elle trouva sur la grande place du marché de Zemphis un banc qui vendait des balais. Acheta le plus grand, le ramena dans son encoignure de porte, retira le manche et enfonça le bourdon bien profond dans les brindilles de bouleau. Il lui semblait injuste de maltraiter ainsi le noble objet. Aussi lui présenta-t-elle silencieusement des excuses. La différence fut notable en tout cas. Personne ne s'intéressait plus à une petite fille munie d'un balai. Elle s'acheta un pâté aux épices pour manger durant son exploration. Le marchand imprudent voulut la rouler sur la monnaie qu'il lui rendait et s'aperçut plus tard qu'il lui avait inexplicablement remis 2 pièces d'argent. Puis des rats apparurent mystérieusement pour lui dévorer toute sa réserve pendant la nuit, et la foudre frappa sa grand-mère. La ville était plus petite qu'Ohulan, et très différente, parce qu'à la jonction de 3 routes commerciales outre le fleuve. Elle s'était bâtie autour d'une seule et gigantesque place, métissage entre l'embouteillage exotique permanent et le village de tentes. Les chameaux flanquaient des coups de sabot aux mules, les mules en flanquaient aux chevaux qui les rendaient aux chameaux, et tous en flanquaient aux humains. Ce n'était que débauche de couleurs, fracas, symphonie d'odeurs dans un brouhaha constant, entêtant, de centaines de gens qui s'échinaient à gagner des sous. L'une des raisons à toute cette agitation, c'est que sur une grande partie du continent, d'autres individus préféraient en gagner sans travailler du tout, et, comme le disque n'avait pas encore développé d'industrie musicale, les 10 individus étaient contraints de se rabattre sur des formes plus anciennes, plus traditionnelles, de brigandage. Bizarrement, il leur en coûtait souvent beaucoup d'efforts. Rouler de lourds rochers jusqu'au sommet d'une falaise pour tendre une embuscade digne de ce nom, abattre des arbres pour bloquer une route et creuser une fosse hérissée de pics tout en veillant au fil acéré d'une dague, exigeait probablement davantage de réflexion et de muscles que des professions plus honorables. Néanmoins, on trouvait toujours des particuliers suffisamment mal avisés pour endurer de telles épreuves, outre les nuits interminables dans l'inconfort, dans le seul but de faire main basse sur de grandes et banales caisses de joyaux.
Zemphis était donc la ville où les caravanes se séparaient, se mélangeaient et se reformaient. En effet, des dizaines de marchands et de voyageurs s'y regroupaient afin de se protéger des traînes savates qui les attendaient le long des pistes. Esk, qui passait inaperçue dans la cohue, obtint tous ces renseignements d'une façon simple. Elle trouva quelqu'un à l'air important et lui tirailla le bord du manteau. L'homme comptait des balles de tabac et y serait parvenu sans l'interruption. Quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? L'homme voulait répondre fiche-moi le camp et va embêter quelqu'un d'autre. Il voulait lui donner une calotte légère sur la tête. Aussi fut-il surpris de se retrouver penché en discussion sérieuse avec une petite gamine à la figure sale qui tenait un gros balai, lequel, lui apparut-il plus tard, donnait la vague impression d'écouter. Il fournit les explications sur les caravanes. L'enfant opina. Les gens se mettent tous ensemble pour voyager? Tout juste. Pour aller où? Dans toutes sortes de villes. Stolat, Pseudopolis, Ankh-Morpork évidemment. Mais le fleuve, il y va? Fit Esk à propos. Les Gabars, les Zoïdes. Ah oui, Dit le marchand. mais ils demandent cher. Ils ne transportent pas tout et n'importe comment, on leur fait pas beaucoup confiance. Mais ils sont très honnêtes. Ah oui. Mais tu sais ce qu'on dit. Ne fais jamais confiance à un honnête homme. Il sourit d'un air entendu. Qui c'est qui dit ça? On le dit, tu sais bien. Les gens. Ajouta-t-il tandis qu'une certaine inquiétude lui perçait dans la voix. Ah, Fit Esk. Elle réfléchit. ils doivent être très bêtes alors. Dit-elle d'un air compassé. Les gens. Merci quand même. Il la regarda s'éloigner et reprit son comptage. Un instant plus tard, il sentit qu'on lui tirait à nouveau le manteau. 57, 57, 57, 57, oui. Fit-il en s'efforçant de ne pas oublier où il en était. Excusez-moi de vous embêter encore, Dit Esk. mais ces balles-là, qu'est-ce qu'elles ont 57, 57, 57? Bah, c'est normal. Les petits machins comme des vers blancs à l'intérieur. 50. Quoi? Le marchand baissa son ardoise et considéra Esk. Quel petit verre? Ceux qui gigotent. Blancs, Ajouta-t-elle avec obligeance. ils ont l'air de fouiller au milieu des balles. Il veut dire l'ascaris du tabac? Il tourna des yeux fous vers le tas de balles que déchargeait, maintenant qu'il y pensait, un vendeur nerveux comme un lutin de minuit qui veut s'éclipser avant qu'on ne découvre en quoi se change l'or des fées au matin. Et il m'a assuré que ces balles avaient été entreposées comme il faut. Et comment tu sais ça d'ailleurs? La gamine avait disparu dans la foule. Le marchand regarda fixement la place qu'elle avait occupée. Il regarda fixement le vendeur qui souriait nerveusement. Il regarda fixement le ciel. Puis il sortit son couteau à échantillon de sa poche, parut prendre une décision et se glissa de côté vers la balle la plus proche. Esk, pendant ce temps, avait découvert en laissant traîner l'oreille qu'une caravane se formait pour Ankh-Morpork. Le chef de convoi se tenait assis à une table faite d'une planche posée sur deux barriques. Il était occupé. Il parlait à un mage. Les voyageurs aguerris savent qu'un convoi qui se prépare à traverser une région virtuellement hostile doit se pourvoir d'une réserve d'épées, mais surtout s'assurer les services d'un mage au cas où, ne serait-ce que pour allumer le feu. Un mage de 3e rang ou d'un rang supérieur ne s'attend pas à débourser pour se joindre au convoi. Au contraire, il s'attend à ce qu'on le paye. Les délicates négociations entre les deux hommes s'acheminaient justement vers une conclusion. C'est bien beau, maître Trétel, mais... Et le jeune homme fit le chef de convoi, un certain Adab Jobard, un type impressionnant vêtu d'un pourpoint en peau de troll, d'un chapeau désinvolte à bords flottants et d'un kilt de cuir. Il est pas mage, ce que je vois. Il est en apprentissage, répondit Trétel, un grand mage décharné dont les robes attestaient son appartenance aux anciens frères d'appellation contrôlée de l'Étoile d'Argent, l'un des 8 ordres magiques. Alors c'en est pas un, reprit Jobard. Je connais vos statuts. Vous êtes pas mage tant que vous avez pas de bourdon. Et lui, il en a pas. Justement,
Il se rend à l'université de l'invisible pour régler ce petit détail. dit Tretel avec hauteur. Les mages se séparaient de leur argent d'à peine plus mauvaise grâce que les tigres de leurs dents. Jobard considéra l'apprenti en question. Il avait croisé beaucoup de mages au cours de sa vie, et s'estimait assez bon juge pour reconnaître chez ce jeune gars l'étoffe d'un bon élément. En d'autres termes, il était mince, dégingandé, pâle d'avoir trop lu de livres angoissants dans des salles insalubres, et il avait des yeux larmoyants comme deux œufs légèrement pochés. Il vint à l'esprit de Jobard qu'il fallait semer pour récolter. Tout ce dont il a besoin pour grimper au sommet, songeait-il. C'est un petit handicap. Les mages sont sujets à des ennuis comme l'asthme et les pieds plats, et on dirait que c'est ça qui leur donne leur allant. « Comment tu t'appelles, mon garçon ?» demanda-t-il aussi gentiment que possible. « fit le jeune homme. Sa pomme d'Adam montait et descendait comme un ballon captif. Il se tourna vers son compagnon pour lui lancer un appel muet. « Simon, dit Tretel. « Simon, acquiesça Simon reconnaissant. Est-ce que tu sais lancer des boules de feu ou des sortilèges tourbillonnants, de ceux qu'on projette contre un ennemi ?» Simon regarda Tretel du coin de l'œil. « hasarda-t-il. Mon jeune ami étudie une magie qui dépasse la simple sorcellerie, dit le mage. Oh, termina Simon. Jobard hocha la tête. Bon, fit-il. Peut-être que tu deviendras un mage, mon garçon. Peut-être qu'une fois qu'on t'aura remis ton joli bourdon, tu consentiras à faire un voyage avec moi, hein. J'investis sur ton avenir, d'accord? Ou bande-toi à hocher la tête, dit Jobard qui n'était pas d'un naturel cruel. Simon approuva du chef avec gratitude. Tretel et Jobard échangèrent à leur tour des signes de tête, puis le mage s'en fut à grandes enjambées, suivi de l'apprenti qui ployait sous un monceau de bagages. Jobard baissa les yeux sur la liste devant lui et biffa soigneusement mage. Une ombre menue tomba sur la page. Il releva les yeux et eut un sursaut involontaire. « Oui » fit-il froidement. « Je veux aller à Ankh-Morpork, s'il vous plaît, dit Esk. J'ai des sous. Retourne chez ta mère, petite. Non, vraiment, je veux chercher Fortune. Jobard soupira. Pourquoi t'as ce balai à la main demanda-t-il. Esk regarda l'ustensile comme si elle ne l'avait encore jamais vu. Faut bien qu'il soit quelque part, dit-elle. Entre chez toi, ma fille, fit Jobard. J'emmène pas de fugueuse à Ankh-Morpork. Il peut arriver des choses bizarres aux petites filles dans les grandes villes. Esk rayonna. Quel genre de choses bizarres? Écoute, je t'ai dit de rentrer chez toi, hein? Tout de suite. Il prit sa craie et continua de cocher des lignes sur son ardoise, en s'efforçant d'ignorer le regard fixe qui semblait lui vriller le dessus du crâne. Je peux être utile? Dit calmement Esk. Jobard reposa brutalement sa craie et se gratta le menton avec humeur. T'as quel âge? Fit-il. 9 ans. Eh ben, mademoiselle 9 ans. J'ai 200 bêtes et une centaine de personnes qui veulent aller en Ankh-Morpork. La moitié d'entre elles détestent l'autre moitié. J'ai assez d'hommes qui savent se battre. Les routes sont plutôt mauvaises, les bandits de plus en plus audacieux là-haut dans les tétons. Les trolls ont augmenté le péage de leur pont cette année. Il y a des charançons dans les provisions. J'ai tout le temps mal à la tête. Alors dans tout ça, en quoi tu peux m'être utile? Ah, lâcha Esk. Elle fit du regard le tour de la place pleine de monde. La route qui va vers Ankh, c'est laquelle alors? Celle-là, là-bas, par la grande porte. Merci, dit-elle gravement. Au revoir. J'espère que vous aurez plus d'ennuis et que, pour votre tête, ça va s'arranger. C'est ça, hésita Jobard. Ses doigts battaient la charge sur la table tandis qu'il regardait Esk s'éloigner en direction de la route d'Ankh. Une route longue, sinueuse, une route infestée de malandrins et de gnolls. Une route qui franchissait le souffle court, les hauts cols de montagne et se traînait pantelante dans les déserts. « Ah, et puis merde !» lâcha-t-il à mi-voix. « Hé, toi,